Donc je vais vous présenter, d'ailleurs merci pour votre invitation et merci pour l'organisation du colloque. Je vais vous présenter rapidement, je vais faire défiler les images de l'exposition qu'il a donnée il y a environ un an, c'est-à-dire en septembre 2024, et dérouler la communication. Voilà. Donc je vais commencer par une citation qu'il a donnée au moment d'une exposition qu'il avait faite peu après le 11 mars 2021, qui est le moment de la catastrophe qui s'est passée au Japon, la triple catastrophe. Donc les années ont passé ainsi. Entre Rikuzen, Takata et Tokyo, le nombre de tirages contacts s'élève aujourd'hui à plus de 1300. Lorsque je les étale sur la table, les 13 années qui se sont écoulées depuis la catastrophe apparaissent sous mes yeux comme la coupe transversale d'une strate géologique. Donc cette citation du photographe, originaire de Rikuzen Takata au Japon, qui est dans la préfecture d'Iwate, l'une des villes les plus ravagées par le séisme et le tsunami du 11 mars, au cœur d'une triple catastrophe que je vais rappeler. C'est-à-dire, vous avez eu un séisme, un tsunami et un accident nucléaire, des suites de ce tremblement de terre. Alors, cela condense le déplacement qu'il opère dans son rapport à la photographie. Considérer cette formule, c'est accepter une double contrainte. D'un côté, l'échec de la représentation. Ce qui a eu lieu le 11 mars 2021 n'est plus là. Les images ne peuvent qu'en attester les suites, fragmentaires, soumises au temps et aux métamorphoses du littoral. De l'autre, la nécessité pourtant de faire histoire, rendre lisibles des relations entre organique et technique, entre traces et aménagement, entre reste et reprise, dans un contexte où la mémoire du désastre se trouve prise dans un régime d'historicité volontiers présentiste. Depuis cette date jusqu'à sa récente exposition en septembre 2024 sur les arbres du tsunami, accompagnée de la publication du livre Tsunami Tree, Akateyama revient obstinément sur les mêmes lieux, le long de la rivière Keizen et le long du littoral. Et la voie qu'ouvre Tsunami Trees n'est pas celle du spectaculaire ni celle du reliquaire. Alors c'est un livre, je vais vous présenter que 10 images, mais en fait c'est un livre qui fait 140 pages avec énormément d'images, et c'est quelqu'un qui travaille dessus depuis la catastrophe. J'ai fait un parti pris, c'est-à-dire de parler uniquement de ce livre et de cette exposition, mais il a un travail qui est très 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 important autour de cette catastrophe. Alors, dans le travail de cet artiste japonais, la figure de l'arbre trace une délimitation en gardant les marques de l'événement, mais aussi du passé, avant le tsunami, et de l'évolution dans le temps de ce paysage. L'arbre est aussi pris dans un régime d'historicité, où le passé, le présent et l'avenir cohabitent. Vestige d'un monde détruit, indice d'un paysage familier et promesse d'un possible reboisement. Dans ce contexte, il est utile de rappeler la place occupée au Japon par ce qu'on appelle le pin miraculé. Voilà, dans ce contexte, à Rikuzen Takata, avant le tsunami, une pinède d'environ 70 000 arbres longeait le littoral et était reconnue comme site pittoresque. Le 11 mars 2011, la quasi-totalité de cette forêt est détruite par la vague. Un seul pin demeure debout, isolé au milieu des décombres. Très très vite, les médias en font un symbole national. Le pin est photographié, filmé, reproduit à l'infini. Il devient un lieu de pèlerinage, un motif touristique, un emblème de la reconstruction. Affaibli par le sel, il meurt quelques mois plus tard. On décide alors d'en faire un monument. Son tronc est traité, renforcé par une âme en carbone, réinstallé au même endroit. Le pin miraculé ne renvoie plus à un arbre réel, mais à son effigie stabilisée en icône. C'est précisément ce régime de la figure unique que le travail de Naoya Takeyama vient déplacer. L'arbre chez Takeyama n'est pas un fétiche, c'est un opérateur de lecture qui permet de suivre dans la durée la manière dont un littoral se transforme, se normalise, s'oublie. Dans ce cadre, l'arbre devient un opérateur discret d'une archéologie des lieux, non pas un symbole plaqué, mais une forme qui porte des temps hétérogènes. Voilà, ça c'est une image de ce pain miraculé qui a été découpé en plusieurs morceaux. Et comme il était en train de pourrir du fait de l'eau salée,
Voilà, ils l'ont découpé et ils l'ont. Je crois que les feuilles sont plastifiées. Enfin, c'est une horreur. Et on peut voir autour. J'ai mis cette image parce qu'on pouvait voir autour. Avant, c'était une pinède qui était équivalente de ce qu'on peut avoir dans les Landes et qui a été mais complètement ravagée. Il n'y en avait plus aucun. C'était à peu près le seul qui restait. Voilà. Dans ce cadre, l'arbre devient un opérateur discret d'une archéologie de non pas un symbole paquet, mais une forme qui porte des temps hétérogènes. C'est par la distance optique, éthique, temporelle que cette opération devient sensible. C'est par l'arbre motif répété que l'archéologie prend corps. Cette communication propose d'en déployer la grammaire, la temporalité, les dispositifs, afin de montrer comment ces images écrivent l'histoire sans céder ni à la fétichisation de la ruine, ni à la fiction consolatrice. Par archéologie des lieux, nous n'entendons pas la discipline qui fouille le passé, mais une méthode de lecture du présent, d'écrire des traces visibles et des formes opératoires pour articuler les temps d'un site sans les réduire à un récit unique. Là où certains photographes contemporains adoptent les protocoles proches de ceux des sciences sociales, Akateyama fonde sa recherche sur l'acte photographique lui-même. Revenir sur place, cadrer, tenir l'horizon, étaler les tirages comme on lirait la coupe d'une strate. La photographie, pour lui, n'est pas seulement document, elle est ce geste par lequel on peut, selon ses propres mots, photographier le vide, ce qui a disparu, tout en continuant de travailler le présent. C'est la raison du titre de cette communication. Que reste-t-il ? Que reste-t-il à la suite de la catastrophe, aujourd'hui, presque 15 ans après, dans un pays où l'on s'emploie parfois à effacer les traces, en particulier celles de la catastrophe nucléaire ? Que restera-t-il des différents témoignages lorsque les ouvrages de protection auront banalisé les côtes et que les mémoires individuelles se seront effilochées? Que reste-t-il surtout dans la photographie si l'horizon se bouche, si les traces matérielles s'épuisent dans le motif? Pourquoi continuer à photographier? Là, on peut voir une image. Le Japon est presque, on va dire, je ne sais pas s'ils vont continuer, mais ils ont construit un énorme mur qui fait à peu près 15 mètres de haut, tout le long de leur littoral. Alors on en parle très très peu ici, mais c'est un ouvrage qui est impressionnant pour éviter la prochaine catastrophe, enfin en principe, même s'il prévoit une vague qui va être beaucoup plus haute. Il faut voir que Rikuzen Takata n'était pas protégé sur ses côtes, et la vague est rentrée dans les terres sur 8 km. Et donc, ils ont ils ont très vite posé la question de ce que voulaient les habitants. Et ils ont proposé un mur. Et les habitants, sous le coup de l'émotion, bien sûr, ils ont dit oui. Et là, il y a des centaines de kilomètres de barrières. Enfin, on ne voit plus l'horizon. Voilà, donc j'ai essayé de prendre des photos qui illustraient ça. Alors, situer le travail de Akateyama, c'est aussi rappeler que cette interrogation s'inscrit dans un trajectoire au long cours. Et avant le 3-11, les séries photographiques engageaient déjà une réflexion sur le paysage, comme interface entre industrie, urbanisme et milieu naturel. Le désastre de 2000 ans ne crée pas ex nihilo un intérêt pour le paysage. Il réoriente une pratique déjà attentive au milieu vers le lieu même de l'enfance et de la perte. Comme l'a souligné Marc Feustel à propos de Keizengawa et Rikuzen Takata, qui sont ces deux livres qu'il avait édités, la force de ce travail tient à sa capacité à conjuguer une grande retenue formelle avec une profondeur biographique qui ne s'énonce jamais directement. L'article se propose ainsi de déployer 3 axes étroitement liés. Le premier, que reste-t-il ? Interroge le reste comme forme plutôt que comme relique. La manière dont la série remplace l'icône par un régime de survivance. Le deuxième, une esthétique de la distance, examine comment la distance formelle, éthique, temporelle rend possible un paysage biographique, l'inscription d'une vie dans un lieu sans recours au récit en jeu. Le troisième, enfin, tourne autour de l'expression japonaise « lire dans l'air », kukiyo-yomu, pour esquisser une archéologie de l'air, comment l'atmosphère du littoral devient le médium où se joue la mémoire, la politique du paysage et l'expérience sensible du désastre. À travers ces 3 entrées, il s'agira de montrer comment les images de Tsunami Trees contribuent à un renouvellement de l'écriture de l'histoire, non en ajoutant des archives au dossier du 11 mars, mais en proposant par la forme photographique une expérience exigeante de faire tenir ensemble ce qui demeure, ce qui se délite et ce qui ne reviendra plus.
Alors, même quand il ne reste rien, il reste toujours quelque chose, ne serait-ce que la forme du manque, l'empreinte négative d'un monde passé par la catastrophe. Et dans Tsunamitrize, Naoya Takeyama fait de cette idée simple une méthode visuelle. Regarder les lieux du Tohoku, non pour reconstituer l'avant, ni pour illustrer l'instant du désastre, mais pour maintenir visible ce qui, du temps et des choses, persiste et se sédimente. L'après y est saisi comme une coupe transversale à l'intérieur d'une strate géologique, les 13 années qui séparent les premières images des plus récentes. Ne forment pas un récit linéaire de reconstruction, elles composent un plan de coupe où apparaissent en même temps des états hétérogènes, sons, souches, troncs survivants, jeunes plants tutorés, talus provisoires, digues standardisées, horizons définitivement obstrués. Il reste d'abord une question presque nue que Naoya Takeyama ne cesse de retourner. Comment faire tenir un lieu qui a été défait? Non pas comment représenter un désastre, mais comment maintenir ouvertes les conditions d'une lecture partagée lorsque la matière du monde se présente sous la forme d'un après-coup. C'est précisément là que son œuvre, de Kezengawa à Tsunamitrize, institue ce qu'il nomme un paysage biographique. Non un récit à la première personne, mais une inscription de la vie dans la texture du lieu. Ce qui reste, chez Takeyama, n'est pas un symbole unique, l'icône consensuelle d'un pain miraculé, mais un régime d'attention qui rend lisibles les restes multiples et hétérogènes. Partir des Tsunamitrize, c'est entrer d'emblée dans la matière et dans la durée pour élaborer ce paysage biographique, une esthétique de la distance, une archéologie de l'air. Mais avant d'ouvrir ces développements, il faut s'arrêter sur la logique du reste elle-même, qui n'est ni un concept abstrait, ni un motif mélancolique. C'est un outil de connaissance, le reste comme forme et non comme résidu. Par reste, on peut entendre au moins 3 dimensions que la photographie articule constamment. Il y a d'abord un reste matériel. Le reste n'est pas la relique, il est l'élément opératoire à partir duquel le lieu fonctionne désormais. Vient ensuite un reste temporel, un reste de temps, l'après-coup. Ce reste de temps est ce qui permet de parler de coupes stratigraphiques. Ce que montrent les images, ce ne sont pas des instants isolés, mais des interfaces entre plusieurs régimes temporels. Enfin, il y a un reste perceptif, la part assignable que la photographie retient et met en forme, non pas tout le réel, mais un morceau juste qui résiste à la confusion. Il ne demeure que ce que la forme permet de tenir, trépied, aplomb, frontalité mesurée, profondeur de champ, lumière claire, légende minimale, séquence du livre. La poétique de Takeyama n'est pas un style décoratif, c'est une technique de maintien. Le reste n'est pas donné, il est ce que la forme sauve du flux et confie au partage. La métaphore géologique éclaire la série. Une strate n'est pas un bloc homogène, c'est un empilement de couches que l'on comprend en coupe. Tsunamitrize propose précisément cette coupe, et non pas un site unique, mais à l'échelle d'une région. Chaque image est un fragment, mais la séquence agence ces fragments pour créer des voisinages et des reprises qui composent une continuité intelligible. La coupe ne ferme pas, elle ouvre à des correspondances. Une souche répond à la section plane d'un talus. Un tuteur frêle fait face à un parapet massif. Une rangée de jeunes pins redonne une ligne à un horizon amputé. Dans cette coupe, les échelles et les temps se mêlent. La même image traverse des échelles hétérogènes, microtextures, méso-dispositifs, macrolignes, tenues simultanément par la distance. Ces échelles dialoguent. De même, l'hétérochromie devient visible. Bois ancien, bois coupé, bois replanté, béton frais, béton patiné, remblai provisoire, ouvrage achevé. Le temps ne se déroule pas en récit, il coexiste dans l'espace. C'est ce que la coupe donne à voir. Revenir à la question initiale, que reste-t-il, permet alors de clarifier la fonction narrative de cette coupe. La réponse chez Takeyama n'est ni inventaire ni monument, mais justement une coupe. Elle remplace la causalité linéaire par une synchronicité stratifiée. Dans une même image ou dans 2 images juxtaposées se trouvent mis à plat ce qui reste, ce qui tient, ce qui repousse, ce qui s'uniformise, ce qui disparaît. Chaque photographie est une proposition simple, mais la syntaxe du livre, ordre, voisinage, blanc, compose un discours, non une leçon sur la catastrophe, mais un récit d'habitation. Que reste-t-il n'est pas un prélude abstrait, mais une mise en condition du regard. Ce qui reste ne vaut que ce qu'il tient
dans une forme partageable, ce sera le paysage biographique. Ce qui reste n'apparaît qu'à la bonne distance, ce sera l'esthétique de la distance. Ce qui reste n'adhère qu'à la condition d'un lien invisible, ce sera l'archéologie de l'air. À chaque étape, il s'agira de montrer comment Tsunami Trees, par réduction juste et distance hospitalière, tient ensemble ce qui demeure et ce qui advient et propose ainsi une manière d'écrire l'histoire par la forme, sans jamais la clore. Il y a aussi une chose qui reste, ce qui s'évanouit, ce qui au fur et à mesure du temps disparaît ou s'oublie dans l'épaisseur de la durée. Il reste ce qui ne reviendra plus, alors même les traces elles-mêmes s'effacent jusqu'à l'horizon qui se bouche. Le pain miraculé ne dit rien de tout cela, il ne dit rien de ce que contenaient ou disaient les traces, les restes, ces formes modestes qui ne se feront jamais icônes. Que reste-t-il? Peut-être justement ce qui s'épuise dans le motif, des souches qui disparaissent, des talus provisoires absorbés par les ouvrages définitifs, des repères topographiques que la végétation recouvre, des lignes de fuite qui se perdent derrière les digues. Il reste des images, il reste des photographies qui témoignent de cette disparition, plus encore que ce qui subsiste. Depuis 2011, Naoya Takeyama voit petit à petit se dissoudre les choses avec les souvenirs, au point de se demander parfois s'il n'a pas rêvé. La série, en ce sens, est aussi un travail contre le vertige de l'oubli. Elle ne fiche pas la mémoire, mais elle enregistre la manière dont le monde se défait à mesure qu'il se reconstruit. Ce qui reste, ce n'est donc pas seulement l'objet photographié, mais la conscience aiguë de ce qui ne sera bientôt plus visible et que seule l'image à distance aura rendu perceptible un instant. Donc pour Naoya Takeyama, la distance est la condition de lisibilité du lieu. Elle n'est pas là pour tenir le monde à l'écart, mais pour lui donner forme. Dans un texte consacré à l'architecture, il décrit la caméra comme une petite architecture qui ordonne la lumière et l'espace, un dispositif stable que l'on place dans le réel pour que le réel puisse se dire. La distance est d'abord une architecture de l'attention. Elle sert à faire tenir dans une même image des éléments hétérogènes, arbres rescapés, digues neuves, remblais, lignes de circulation, horizons obstrués. Elle est la condition formelle de ce qu'il appelle lui-même Fukei, non pas le paysage au sens décoratif, mais le paysage comme situation, comme configuration concrète de vent, de lumière, de rapport humain. Cette distance est alors formelle. L'usage de la chambre photographique 4-5, c'est ce qui cadre. La lourdeur du dispositif impose un temps, une immobilité relative du corps, un champ qui ne se déplace pas à la légère. Elle contraint le photographe à choisir d'où il regarde, à fixer un horizon, à décider de ce qui entre ou non dans le cadre. De là découle une manière de composer où les verticales sont tenues, la perspective neutre, la focale modérée, la distance formelle. C'est ce recul précis qui permet à la fois de voir l'arbre et l'ouvrage, la souche et le talus, le tuteur et la ligne de digue, tout en laissant un reste de ciel où l'air circule. C'est parce que cette distance est inscrite dans la forme de l'image que le paysage peut apparaître comme situation et non comme simple vue. Cette mise à distance formelle rejoint la conception du paysage d'Augustin Berg décrit comme médiance. Le paysage n'est pas un objet que l'on contemple de l'extérieur, mais un entre-deux où se nouent les relations entre humain et milieu. Chez Takeyama, la distance ne signifie pas détachement. Elle signifie que le littoral est pris comme milieu partagé. La caméra architecture organise un espace où l'organique, la technique, le politique et l'affectif deviennent coprésents, comparables, lisibles. La distance formelle est ce qui rend possible cette médiance. Elle ouvre un champ où la matière et l'esprit, le vécu et l'histoire peuvent se répondre sans se confondre. Mais la distance est aussi éthique. Takeyama choisit de déspectaculariser. Il renonce aux effets dramatiques de lumière, aux ruines grandiloquentes, aux figures humaines en détresse. La lumière est claire, presque égale, les couleurs sont tenues, le cadrage refuse le sensationnalisme, sa distance est un geste de retenue. Je vous montre ce que je vois, mais je ne vous impose pas comment le sentir. En ne confisquant pas l'émotion, en la maintenant à un certain seuil, il laisse au spectateur la possibilité de déployer la sienne. C'est ce qui fait que ces images peuvent entrer dans un discours historique, anthropologique ou artistique sans être écrasées par l'événement qu'elles présupposent. La distance protège la mémoire des lieux et la lecture qu'on en fait. À cette distance formelle
et éthique s'ajoute une distance temporelle. Takayama ne se contente pas d'un après immédiat du désastre. Il revient année après année sur les mêmes secteurs de littoral. Il partage lui-même de ces tirages contacts qu'il étale sur la table comme d'une coupe transversale d'une strate géologique. La distance ici n'est plus seulement métrique, c'est un écart dans le temps, une épaisseur de durée. La série, le retour, la comparabilité des points de vue produisent un présent stratifié où s'imbriquent des temps de la destruction, de la reconstruction, de la repousse. Cette temporalité fait émerger ce qu'il appelle un paysage biographique. Avec cette notion de paysage biographique, il ne passe pas par un récit explicite en jeu, mais par une inscription dans le lieu. Les arbres, les disques, les horizons bouchés deviennent les chapitres d'une vie en rapport avec un territoire. La biographie ne se lit pas dans le texte, mais dans la manière de revenir, de se tenir à la même distance, de regarder ce qui change et ce qui persiste. En maintenant cette distance, il rend sa propre histoire partageable. Mais elle est tenue par la forme. La distance n'est donc pas l'opposé du biographique, c'en est la condition. Elle est un régime d'attention qui rend possible... je répète ce que je dis. Cette distance, enfin, prépare ce qui suit, une attention à ce qui, dans ces images, ne se voit pas tout de suite, mais se ressent, une qualité d'air, de ville, d'intervalle que la langue japonaise désigne par kuki yoma. Une fois posée, la distance comme condition formelle et éthique reste à comprendre comment Takayama nous apprend à lire l'air, à percevoir comment les arbres et les digues, ceux qui circulent, se dérobent, persistent et qui est au cœur de l'archéologie des lieux qu'il propose. Alors, la notion d'atmosphère n'est pas de prime abord celle qu'on associe immédiatement à la photographie. Pourtant, depuis une quinzaine d'années, elle est devenue un enjeu central en esthétique. Dans ce contexte, Daniel Méo souligne très justement, à propos de la forêt, que la photographie en tant que réplique mécanique des apparences paraît au premier regard peu adaptée pour traduire une atmosphère. Elle isole le visuel, alors que l'atmosphère engage tous les sens. Mais elle montre aussi que certains travaux parviennent à faire sentir une atmosphère à travers une série de micro-indices, densité de l'ombre, texture de l'air, répétition des troncs, des feuillages, manière dont le regard circule. C'est exactement à ce niveau que se situent les arbres du tsunami, non pas dans le spectaculaire du désastre, mais dans une écriture des conditions d'air d'un littoral recomposé. Lors d'une rencontre dans son atelier à Tokyo en août 2024, au moment où la discussion dérive sur la manière dont il sélectionne ces images, Takayama, plutôt que de répondre par un concept, se retourne vers un tirage accroché au mur. Il regarde un instant, puis se retournant, il esquisse ce geste de la main, oscillant de la photographie à sa poitrine, comme pour désigner quelque chose qui vient à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. Là où les mots manquent, on pourrait y voir une variante du punctum bartésien, ce qui pointe dans l'image, mais le geste indique autre chose, non un détail isolé, mais un climat, quelque chose d'appendicible qui tient à la fois à la scène photographiée et à la manière dont elle est reçue dans le corps. Entre lui et la photographie, c'est l'air qui devient le véritable médium. Cet air n'est pas une abstraction. Takayama, déjà dans la série Atmos, réfléchit explicitement à l'atmosphère, au point qu'il ne lui était plus possible de tracer une frontière entre nature et artifice. Autrement dit, pour lui, l'atmosphère est déjà la coalescence du naturel et du technique, du sensible et du construit. Tsunami Trees transpose cette intuition sur un autre terrain, celui d'un littoral où l'air est désormais filtré, canalisé, cadré par des dispositifs de protection. Mathieu Golen rappelle dans son article « Saisir l'atmosphère du lieu au Japon vers une sémiotique de l'indicible » que l'expression « lire dans l'air » ou encore « lire dans l'air du milieu » désigne la capacité à comprendre une situation ou l'attente de l'autre sans que rien ne soit verbalement explicité. L'atmosphère d'un lieu ou d'une interaction fait alors office de médium essentiel dans la communication ordinaire. On ne lit pas seulement les mots, mais ce qui circule entre les personnes dans l'air du milieu. Lire dans l'air, chez Takayama, ce n'est pas illustrer ce qu'on peut-être, c'est le pratiquer visuellement. Dans Tsunami Tree, l'air devient le lien entre les éléments qui, sans lui, resteraient juste à poser. Arbres blessés, remblais, digues massives, routes surélevées, ciel découpé. Beaucoup d'images sont construites sur une sorte de tripartition, bande de sol, une bande d'arbres ou d'ouvrages,
une bande de ciel. Mais ce ciel n'est pas un simple fond neutre. Sa clarté, son voilement, sa blancheur plus ou moins dense modulent l'humeur de l'ensemble, c'est l'air. Par sa luminosité, sa transparence, son opacité relative qui fait tenir l'ensemble, le bois et le béton, la cicatrice et la normalisation. Alors je vais écourter un petit peu. Lire dans l'air, c'est donc aussi lire dans le temps. Il reste que ce qui se désagrège, qui disparaît dans l'épaisseur des années, ce qui s'oublie. L'atmosphère joue ici un rôle paradoxal. Plus le littoral se normalise, plus l'air semble neutre, et plus la mémoire du désastre risque de se dissoudre. Takeyama enregistre cette disparition atmosphérique, là où en 2011-2012, l'air charrie encore l'ouverture brutale du paysage dévasté. Les années de Villemain montrent un littoral sous un air devenu administratif, presque quelconque, où les digues bouchent l'horizon, où la menace est refoulée dans l'invisible. Le reste ici n'est plus seulement matériel, il est variation d'ambiance. Enfin, cette archéologie de l'air rejoint directement la question de l'écriture de l'histoire. Les théorisations occidentales de l'atmosphère rencontrent chez Takeyama une pratique qui leur donne une forme visuelle tout en la déplaçant à un horizon japonais. Là où l'historien s'en tient aux traces textuelles et matérielles, Takeyama enregistre aussi ce qui échappe aux archives, des qualités d'air, des modes de présence des lieux, des transitions d'ambiance qui témoignent autrement de la catastrophe. Et pour conclure, ainsi, après avoir interrogé ce qui reste et la distance qui rend ces restes invisibles, ce qui reste chez Takeyama tient aussi à ce qui circule dans l'air, une atmosphère de littoral transformée où se noue silencieusement mémoire, politique du paysage et expérience. C'est là où que son travail se rapproche le plus de ce que Mathieu Golène décrit pour le Japon comme une sémiotique de l'indicible, une manière de faire histoire non seulement par les lieux, mais par l'air qui les relie. Comprendre une situation donnée exclusivement par la sensation immédiate des choses, en se saisissant de l'atmosphère, voire en se laissant saisir de manière inconsciente par les indices propres au lieu, une esthétique de l'interstice qui produit un effet bien réel, celui d'une attention primaire aux choses que les Japonais nomment lire dans l'air. En conclusion, Mathieu Golène parle d'une méthode d'enquête nouvelle, celle qui consisterait à se laisser glisser dans l'atmosphère enveloppante d'un lieu, à se saisir de l'indicible qui se dégage d'un lieu, à rendre compte de ce que l'on peut compter, à s'immerger dans le paysage et à pratiquer en somme une anthropologie de l'atmosphère. Voilà, merci. Alors, juste une petite remarque. Alors, on pourrait, le terme photographie en japonais n'a pas le même sens que nous, et c'est une remarque qui est quand même importante. Ça se dit shashin, et c'est reproduire le réel. Voilà.